Monsieur Blaise Lasme, pensez-vous qu'en Côte d'Ivoire, nous ayons donc l'état de droit, selon la définition donnée par le Google? On n'est pas d'un état de droit. Quand j'écoute la définition que vous venez de dénoter vous-même, on n'est pas d'un état de droit dans la mesure où l'ensemble des pouvoirs est concentré dans la main d'un individu qui soumet les institutions à sa volonté, à ses humeurs et à ses caprices. Donc je pense que nous ne sommes pas d'un état de droit en Côte d'Ivoire. C'est quoi votre point de vue? Je pense que nous sommes tous Ivoiriens. Heureusement que nous avons des regards indépendants donc, qui nous jugent, qui nous regardent. Je crois que depuis 2011, à l'arrivée d'Alassane Ouattara, vous savez tous qu'on a eu, on a hérité d'un pays qui était totalement désastreux. L'état de droit avait foutu le camp, c'était les exécutions extrajudiciaires dans notre pays. On peut citer des cas célèbres, tels que l'assassinat du général Robert Gueye, où il a été accusé sur la base d'accusations. Il a été assassiné, également sa femme, plusieurs personnalités. Il n'y a eu aucun début d'enquête. Ça, ce n'est pas un état de droit, mais c'est un état sauvage. Mais depuis l'arrivée d'Alassane Ouattara, il a déployé les efforts afin que nous soyons véritablement dans un état de droit. Et si aujourd'hui, mon ami frère Blaise Lasme et moi discutons, c'est parce qu'il y a eu donc, des politiques qui ont été mises en place dans le cadre donc, de la liberté d'expression, ce qui n'existait pas avant. Avant, on n'avait pas ces télévisions qui donnaient la parole à tout le monde. Mais vous pouvez avoir des indicateurs aussi que vous pouvez regarder sur Google. Lorsque nous arrivons au pouvoir, en termes de liberté de presse, nous étions à la 155e place. Aujourd'hui, nous sommes à la 53e place au monde, sur 180 pays selon Reporters sans frontières. Donc, on ne peut pas nous dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'état de droit, c'est la liberté d'expression. Je crois que le 9, les partis politiques de l'opposition ont organisé une belle marche, mais je ne pense pas que dans un état de non-droit, on pourrait permettre à l'opposition d'organiser une telle marche au cours de laquelle des propos très durs et désobligeants ont été prononcés à l'endroit du président de la République. Les propos donc, que nous avons eus avant cette émission, la courtoisie, la gentillesse, pour que justement les populations ivoiriennes puissent comprendre les points des différents partis politiques. S'il vous plaît, j'insiste là-dessus. Réaction, Monsieur Blaise, avant d'écouter donc Élisée Boloubeu. Ok, je vais prendre au mot Monsieur Kokoa. Alors, quand on parle d'absence de l'état de droit, on parle de quoi? En 2011, à l'avènement au pouvoir du chef de l'État, Monsieur Alassane Ouattara, il a été mis en place une commission nationale d'enquête qui était chargée de faire des enquêtes sur les événements douloureux que nous avons connus. Cette commission a abouti au fait qu'il y a eu un certain nombre de morts. Il y a des morts qui ont été imputées aux forces dites pour Gbagbo et il y a des morts qui ont été imputées aux forces dites pour Ouattara. Il y a eu des morts, 200 morts précisément, qui ont été imputées au Dozo. Mais jusqu'à présent, les seules forces qui ont été poursuivies, c'est les forces pour Gbagbo. Donc il y a une justice sélective. Il y a une sorte d'impunité pour un camp et des rigidités, des rigueurs exagérées pour un autre camp. C'est ça que nous appelons une absence d'état de droit. C'est-à-dire que nous ne sommes pas égaux devant la loi, nous ne sommes pas égaux devant la justice. Très bien. Messieurs, réaction et puis on va ouvrir le débat. La réaction rapide que je voudrais avoir, donc, M. Blaise Lasme passe par nous dans des événements post-crise. Crise électorale qu'ils ont créée de toutes pièces, en imposant la guerre à celui qui a gagné les élections. Heureusement qu'il y a eu des enquêtes. Dans un état de droit, on mène des enquêtes. Le reste, donc, des affaires sont remises, le reste est remis entre les mains de la justice. Voilà. Nous n'avons pas l'agenda de la justice. Il appartient donc à la justice donc, de se prononcer sur les affaires lorsque des enquêtes sont rendues. Le rôle d'un État, le rôle du pouvoir exécutif, donc, c'est de conduire les enquêtes à travers le procureur de la République, ce que nous avons fait. Mais vous ne pouvez pas citer, regarder droit les Ivoiriens dans les yeux et dire qu'en 10 ans du gouvernement de M. Laurent Gbagbo, il y a eu une enquête sur les graves assassinats qui ont eu lieu dans notre pays. Camara H a été assassiné, il n'y a eu aucune enquête. Même le ministre Bogadou a été assassiné, aucune enquête. Jusqu'à présent, personne ne sait ce qui est arrivé au monsieur. Mais ça, ce n'est pas un état de droit. Nous avons mis en place aujourd'hui, 15 ans après, nous savons très bien qu'à partir de 2011, compte tenu de la crise post-là que nous avons eue, la situation était vraiment délicate. Vous n'en avez pas idée. Mais 15 ans après, faisons l'analyse et l'évolution de l'état de droit dans notre pays. Très bien. Aujourd'hui, dans notre pays, personne ne peut commettre des bêtises sans être arrêté. Voilà. Messieurs, ouvrons le débat. Élisée Boloubeu. Ok. Moi, je voudrais juste poser la question d'il y a Blaise Lasme avant comment il s'appelle, Kokora. Moi, je voudrais dire une chose. Blaise Lasme, est-ce que vous avez connaissance de la Constitution? C'est juste une question. J'ai lu la Constitution. Ok. Parce que quand je lis la Constitution ici, je vois que des articles 63 jusqu'aux articles 74. De tous ces articles-là, le seul article qui a été ajouté, qui est nouveau, dans la Constitution de 2016, c'est l'article 74. Il vous dit ici, le président de la République a l'initiative des lois concurremment avec les membres du Parlement. Sinon, tous les autres articles ont été repris in extenso de l'ancienne Constitution. Mais quand on regarde ces articles donnent
consacrent l'absolu pouvoir au président de la République. Ces articles-là, que ce soit la Constitution de 2000 ou de 2016, consacrent l'absolu pouvoir au président de la République. Est-ce que vous ne pensez pas que ce soit sous le régime de Laurent Gbagbo ou que ce soit sous le régime d'Alassane Ouattara, vous avez contribué à faire en sorte que le président soit pratiquement demi-dieu sur l'État de Côte d'Ivoire? Action. Merci beaucoup. Alors, avant de revenir sur la question d'Élysée, je voudrais d'abord revenir sur celle qui a été posée, la problématique qui a été posée par M. Kokoa. Alors, M. Kokoa dit qu'eux, ils sont chargés de faire des enquêtes, mais c'est à la justice de mener le processus jusqu'au bout. Alors, je m'étonne de cette justice qui est sélective. Ça, il oublie de le mentionner. À partir du moment où cette justice a eu la force et les moyens de traiter les questions liées aux soldats qui ont servi sous le président Laurent Gbagbo, elle aurait dû avoir la même force et la même célérité qu'elle a eue avant pour traiter aussi les questions liées aux meurtres qui ont été commis par les agents de la rébellion. C'est de ça que nous parlons et c'est pour ça que nous disons qu'il y a une discrimination dans la conduite des affaires de la justice. Ça, c'est important. Mais pourquoi, quand il s'agissait des pauvres Gbagbo, l'accusation de l'État, à travers ce qu'il dit, a fait ses enquêtes, mais la poursuite d'aller jusqu'au bout. Mais pourquoi arriver sur le pauvre Ouattara, ces poursuites n'ont pas été menées jusqu'au bout? D'où la notion de la justice à double vitesse, de la justice des vainqueurs. Or, partout où il y a la justice des vainqueurs, il y a un problème d'état de droit parce que l'état de droit, c'est garantir les mêmes droits à tous les citoyens. Peu importe leur origine, peu importe leur race, peu importe leur appartenance politique. Très bien. La question d'Élysée? Je ne comprends pas même le sens de sa préoccupation voilà, dans le débat qu'on est en train de mener. On parle Élysée peut peut-être mieux expliquer? Non, je viens. Parce qu'il a dit que depuis sous Gbagbo, il y a eu un ensemble de pouvoirs qui ont été concentrés dans les mains du chef de l'État. Selon l'article 74 de la Constitution, oui. Un demi-dieu, selon ses propos, je peux les systématiser ici. Alors, mais Gbagbo n'a pas écrit de constitution. Gbagbo n'a pas écrit de constitution. La constitution qu'il est venu trouver et sur laquelle il a travaillé est issue de la transition qui a été menée par le président Robert Gueye, le chef de l'État, en son temps. Par contre, le chef de l'État actuel a écrit une constitution. Je pense que si on avait la possibilité d'écrire une constitution, on allait aller vers une relativisation des pouvoirs du chef de l'État. Très bien, il va réagir, Élysée, relance. Ok, je pense qu'il faut quand même qu'on soit un peu conséquent. Allez-y. Sous la transition, on peut rappeler la composition de la transition. Allez-y. La transition, après 4 mois, le RD a quitté la transition. La transition était conduite par le FPI et la junte militaire. Quand on écrit la Constitution, Laurent Gbagbo, et c'est de mémoire, a pris même à une déclaration, il a dit l'article 35 a été écrite justement pour éliminer Ouattara. Ça, c'est de notoriété, nous tous on l'a vu. Donc quelqu'un qui n'a pas écrit une constitution, mais qui scène l'esprit qui a poussé la constitution à écrire l'article 35. Vous ne pouvez pas me dire que Laurent Gbagbo est étranger à la constitution. Il va réagir maintenant, bien sûr. Merci beaucoup. Laurent Gbagbo, il y a très peu de temps, lors d'un meeting, a fait un commentaire sur la constitution actuelle, qui a été prise en 2016. Voilà, mais ce n'était pas lui qui a écrit cette constitution. Mais il a dit que cette constitution imposait qu'un troisième mandat ne pouvait se faire. Il ne fait qu'une interprétation, une analyse de la constitution, selon l'esprit qu'il sous-tend ou bien l'esprit qu'il perçoit dans cette constitution. Mais ça ne voudrait pas dire que c'est lui qui est le maître ou bien le maître de cette constitution. Très bien. Donc c'est un commentaire qui a été fait par un homme politique. On va terminer dessus. Excusez-moi, je vais terminer dessus. Soit, on reste sur ce qu'il dit, mais la question reste toujours d'actualité. Laurent Gbagbo n'a pas écrit de constitution, il vient trouver une constitution qui donne tous les pleins pouvoirs au président de la République, donc qui en fait un demi-dieu. Est-ce qu'il trouve, lui, qui est un homme d'état de droit, aujourd'hui qui condamne la gestion du pouvoir parce qu'il estime aujourd'hui que le président est pratiquement le dieu vivant sur terre. Et autres, alors que cette constitution, comme je le dis, de l'article 63 jusqu'à l'article 74 qui consacre les pouvoirs du président de la République, il n'y a qu'un seul article qui a été modifié en 2016. Tout vient de 2000. Donc on ne peut pas fustiger ça aujourd'hui quand on n'est pas au pouvoir. Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que la constitution ou bien le pouvoir qu'on donne au président ne le constate pas, ne lui donne pas cette statut de demi-dieu qui fait qu'aujourd'hui on a un problème avec? Il va réagir, Est-ce que le débat porte sur le pouvoir du président de la Constitution? Non. Élysée, laissez-le réagir. Okay. Non, le débat n'est pas sur ça. Le débat porte sur l'état des droits en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, est-ce que le droit, la loi est respectée? On parle même de cette constitution. Du droit, du respect du droit. Le président est garant du respect du droit. Allez-y. Donc, même la Constitution dont on parle, nous voulons que cette Constitution soit respectée. Il y a problème au niveau de l'état des droits quand la Constitution elle-même n'est pas respectée. Donc, le débat ne porte pas sur les pouvoirs qui sont concentrés dans les mains du chef de l'État, mais le débat porte sur le respect de la Constitution, le respect stricto sensu de la Constitution. Par exemple, quand la Constitution dit qu'un troisième mandat n'est pas possible et que quelqu'un s'arroge le droit de faire un troisième mandat et il même sollicite un autre mandat, je pense que ça, ce n'est pas un problème de pouvoir dans la Constitution du chef de l'État, mais c'est un problème de respect de la Constitution dans les normes qui ont été dictées. Herman. D'abord, j'ai une première question pour rester à M. Bless là.
c'est vrai que vous dénonciez un certain état de droit, une assemblée d'état de droit. Durant vos années de pouvoir, pourquoi n'avez-vous pas mis vous-même en place des réformes qui allaient peut-être rendre sereine tout cet arsenal juridique-là pour qu'on puisse garantir plus ou moins l'état de droit? Vous savez, nous, dans ce pays-là, on nous connaît comme des combattants de la liberté et de la démocratie. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait des urnes transparentes en Côte d'Ivoire. Nous nous sommes battus pour que le vote se fasse à l'âge de 18 ans. Nous nous sommes battus pour l'institution d'une commission électorale qui soit indépendante. Nous avons mené des batailles et nous avons eu des grandes victoires. Donc le problème, je reviens là-dessus, n'est pas ce qui est écrit dans la Constitution, mais c'est l'utilisation qu'on en fait. Je vous donne un exemple, je reviens là-dessus. La loi dit, cette Constitution actuelle qu'on a, dit qu'un individu ne peut pas faire plus de 2 mandats. Mais c'est lorsqu'un individu essaie de faire plus de 2 mandats qu'il y a problème. Donc le problème ne réside pas dans la Constitution, mais le problème réside dans la volonté de respecter ou non les tests chez certains individus. Ceux d'en face disent par exemple que nous sommes dans une nouvelle république donc, qui remet à plat l'ancien national constitutionnel. Avec tout le respect que je lui dois, je pense que c'est de la mauvaise foi. Parce que M. Bakongo, par exemple, qui n'est pas quelqu'un de mon parti, qui est aujourd'hui secrétaire exécutif de la HDP, a dit que l'article 183 interdisait au chef de l'État actuel de pouvoir se présenter un 3e mandat. Il s'est appuyé sur l'article 55, il s'est appuyé sur l'article 183. Le ministre de la Justice, allant défendre la Constitution devant les députés, a dit qu'il pouvait prouver techniquement qu'il était impossible au chef de l'État de se présenter à un 3e mandat. Il y a eu donc une attitude dolosive de la part des tenants du pouvoir. Ils ont trompé le peuple pour les emmener à voter une Constitution alors qu'ils savaient bien qu'ils avaient un plan derrière la tête. Monsieur Kokoa, qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, ce que vraiment j'ai entendu beaucoup de choses, mais je crois qu'il faut être concentré dans le débat. Dans votre première prise de parole, c'est vous qui avez dit que, en posant la question s'il y avait un état de droit, vous avez dit que malheureusement il n'y a pas d'état de droit parce que les pouvoirs seraient concentrés entre les mains d'une seule personne. Donc on va dire une chose de son contraire. C'est vous qui l'avez dit. Je crois que c'est pour ça qu'il vous a posé la question. Mais je pense que, heureusement qu'il est revenu là-dessus et vous a rappelé que vous avez donc géré ce pays et vous aussi, vous aviez le pouvoir. Donc concentré entre vos mains. Mais si on est tous d'accord que le pouvoir ne doit pas être concentré entre les mains d'un individu, ben, il faut qu'on change la Constitution. Vous ne pouvez pas prendre le prétexte qu'en 2000, vous n'étiez pas au pouvoir, donc vous n'avez pas voté une Constitution et donc vous n'êtes pas responsable de cette Constitution. Je peux comprendre. Mais lorsqu'on arrive au pouvoir, en tant que président de la République, on peut initier, si on n'est pas d'accord avec la Constitution qu'on a trouvée, on peut initier donc une Constitution. Une réforme constitutionnelle. C'était ça ma question. Voilà. Donc M. Laurent Gbagbo, il a dit clairement au Forum pour la réconciliation nationale qu'il ne ferait pas voter une nouvelle Constitution. Ça veut dire qu'il était entièrement d'accord avec la Constitution de 2000. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, vous étiez avec le général Obegueye. Certains conseillers du général Obegueye étaient du FI, Lida Kossi et autres. Ils étaient des conseillers. Vous êtes resté membre du gouvernement, vous êtes responsable de cette Constitution. Vous avez donc contribué à son élaboration. Donc vraiment, il faut assumer ses responsabilités dans l'histoire. Alors, vous savez, l'état de droit ne pourra pas être garanti si on a des gens qui pensent qu'ils ont le pouvoir d'interpréter les lois et de décider à la place de nos institutions. Vous avez parlé de justice, mais lorsque des positions sont posées dans un pays, vous avez votre position et dites que quelqu'un ne peut pas faire un autre mandat. Les autres disent qu'il peut faire un autre mandat. Mais quand les débats ont eu lieu, qui a le pouvoir et l'autorité de décider? Mais ce sont les organes de justice, dont le Conseil constitutionnel. Donc quand le Conseil constitutionnel a décidé depuis 2020, si vous êtes un républicain et que vous respectez l'état de droit, vous devez vous taire sur cette question. Parce que vous et moi n'avons pas le pouvoir de dire qui peut être candidat dans un pays et qui ne pourrait pas l'être. Le faire, c'est un déni que vous faites à nos institutions. Et ça, ce n'est pas l'état de droit. L'état de droit, ce n'est pas le jugement à géométrie variable. Que lorsque les décisions vous arrangent, l'état de droit est là, la justice est bonne. Mais quand elle ne vous arrange pas, les décisions de justice ne sont pas bonnes. Mais je vais revenir là-dessus. Vous avez dit une chose qui est grave. Et il faut rentrer dans l'histoire en parlant donc des républiques. Mais il faut vous informer, au Sénégal, Macky Sall a fait Maître Abdoulaye Wade a fait 2 mandats. 2000, en 2002, ils ont changé la constitution, ce qui lui a permis d'être candidat en 2012. Vous savez quoi, il y a eu le même débat au Sénégal. Mais lorsque le Conseil constitutionnel a tranché et a permis à Wade d'être candidat, tout le monde s'est pris. Parce que là-bas, effectivement, ils respectent les institutions. C'est votre comportement de ne pas respecter les institutions de la République qui plonge donc les pays dans des crises. Et vous, Blaise Las, je crois que vous avez dit sur un plateau télé que le président il est illégal. Je vous assure, si nous n'étions pas dans un état de droit, mais vous auriez été arrêtés. Parce que traiter un président de la République d'illégal sur un plateau télé, je crois que c'est la chose la plus grave. Mais on vous a laissé partir à la maison, mais c'est parce qu'on respecte votre expression. Monsieur Kokoa. Herman, dernière relance pour finaliser. Dernière relance. On constate, c'est vrai que vous parlez de l'état de droit, ce qu'il y a et autres, mais il n'y a que des militants des cadres des partis, certains partis de l'opposition sont arrêtés.
on peut regarder un peu après les charges contre eux. Il y a aussi que le fait, c'est que des candidatures de leaders de l'opposition, des leaders quand même sont significatifs sur l'échiquier, ont vu leur candidature rejetée. Quoique ces leaders-là ont été adoubés par leur convention de leurs partis respectifs. Alors maintenant, est-ce là la justice équitable que prône le RHDP? D'abord, votre perception n'est pas juste. En Côte d'Ivoire, les jugements ne sont pas faits en fonction des couleurs politiques. Je peux vous donner des exemples. Donc, des cadres du RHDP qui ont été arrêtés, j'étais en prison. Le cas le plus récent, c'est l'ancien ministre Joël Nguessan, donc qui a été arrêté, je vous apprends. Il a été porte-parole du RDR pendant pratiquement 10 ans. Il a été libéré. Il a été sous caution de façon provisoire. Et donc, il y a une procédure qui est en cours. Je peux vous prendre l'exemple du maire de Bangolo, qui a été arrêté en début avril, donc qui est parti en prison. Je peux vous citer des cadres importants du parti d'aujourd'hui qui ont fui le pays parce qu'ils sont poursuivis. Je peux prendre l'exemple de l'SDG de la nouvelle pharmacie de la santé publique, donc qui est en fuite. Je peux vous prendre même des militants du RHDP qui jusque-là sont en prison. On a un célèbre activiste des réseaux sociaux qui défend le régime, Choupapi, mais aujourd'hui il est en prison. Tout ce que vous citez ne sont pas des faits d'attentat sur l'État et autres. Mais là, vous dites, est-ce qu'on arrive? Non, ce n'est pas les faits qui comptent. S'il vous plaît, vous avez posé une question. Si vous m'avez demandé, vous avez dit, ce sont les cadres de l'opposition qui sont arrêtés, j'étais en prison. Donc je vous donne aussi des noms des cadres du RHDP mis en prison. Maintenant, si tu veux revenir sur les faits, là il appartient à la juge d'apprécier les faits. Mais sur le fait que les gens sont traités de façon équitable dans nos pays, devant la justice, je vous ai donné des exemples. Je vous rappelle, dans ce pays, Mme Simone Veil Gbagbo, elle a été poursuivie pour crime contre l'humanité, elle a été jugée en Côte d'Ivoire et acquittée. Ça c'est très bien. Elle n'a pas été acquittée, elle a été condamnée. Élisée, vous n'avez pas la parole. Il y a eu deux faits. D'abord, atteinte à la sûreté, et puis ensuite, crime contre l'humanité, où elle devait aller à la CPI. L'État du Côte d'Ivoire décide de la juger. Herman, on va écouter Élisée. Je vais poser une question à M. Kokora. M. Blaise Las m'a dit quelque chose quand même qui mérite qu'on puisse y jeter un œil. On prend les événements, c'est vrai que vous aviez dit qu'à cause de l'état de droit, il y a eu des gens qui ont été condamnés et autres, mais il y a des événements quand même qui restent des événements importants dans la vie de la nation. On a les crimes par exemple de Djokwe, dans le cadre de la crise post-électorale. On a vu des procès qui ont été faits comme celui par exemple de la décapitation de Toussaint, où il y a des gens qui ont été condamnés, mais jusque-là, qu'en est-il de la situation de Djokwe, où en une seule journée, près de 800 personnes, selon les organisations des droits de l'homme, ont été exécutées. On n'a pas encore eu de suite, on n'a pas encore eu de jugement, on n'a pas eu des personnes condamnées. Qu'est-ce qu'il en est? Vous qui êtes, je veux dire aujourd'hui, garant de l'état de droit, qu'est-ce que vous dites pour ça? Est-ce que vous avez lu le rapport des faits dont vous faites cas? Que dit ce rapport? Voilà. Est-ce que vous avez lu le rapport? J'ai le rapport des organisations des droits de l'homme. Voilà. Je vous serais tenté de vous poser la question s'il y a des gens qui ont été incriminés et qui n'ont pas fait l'objet de procès. Je vous rappelle que dans ce même cadre, M. Amadé Ouremi, qui était le principal instigateur et responsable de ce massacre, a été arrêté, jugé, condamné à perpétuité. Donc, il y a eu un jugement sur ce cas. Et tout le monde reconnaît, vous prenez les rapports, il est clair. Il est le responsable de ces crimes à Djokwe. Donc, il y a eu un jugement. Voilà. Donc, maintenant, si vous me dites qu'il y a des cadres du RHDP qui étaient mêlés à cette affaire et qui seraient en liberté, bon, vous pouvez... Je mène aucune investigation dessus. Voilà. Pour être honnête, vous dites s'il y a des cadres ou pas. Toujours est-il qu'on a suivi un peu le procès de M. Amadé Ouremi. M. Amadé Ouremi, c'est vrai, a été condamné pour des crimes qu'il a commis dans la forêt du Mempueko et dans les périphéries de Djokwe. Mais je vous parle d'une décision qui a eu lieu à Djokwe et on n'a eu aucune communication officielle sur le fait que, sur ces rapports qui ont été faits par les droits de l'homme, comment on appelle ça, l'État du Côte d'Ivoire a mené des investigations et les personnes telles ont été interpellées et ont été... Non, c'est ce que je dis, c'est le rapport qu'on n'a pas eu. Je poursuis ma question. Il y a eu une commission de réconciliation et vérité qui a été mise en place, dirigée par feu l'ancien Premier ministre Bani, qui a fait un rapport. Où est le rapport? On n'a jamais eu connaissance de ce rapport. Si le rapport il est public, vous pouvez taper sur Internet, vous verrez le rapport. Que dit le rapport? Mais le rapport il est clair. Qu'est-ce qu'il dit? Que dit le rapport? Mais le rapport... Les grandes lignes du rapport. Non, d'abord le rapport de Bani, ce n'était pas une enquête. C'était un rapport pour conduire le processus de réconciliation. Oui, je n'ai pas dit c'est une enquête. Voilà. Donc le processus de réconciliation nationale est clair. Il a mis en place un ensemble de mécanismes pour remener la paix dans le pays. D'abord le retour des exilés, le dégel des avoirs. Je rappelle à toute fin utile qu'il y avait près de 300 000 réfugiés, donc, que ce soit au Ghana, au Bénin et partout. Mais ils sont tous revenus aujourd'hui parce qu'on a exécuté donc, les recommandations de Bani.
il y avait le dégel des avoirs. Je rappelle que même les Katina Koné ont fait 10 ans à l'extérieur. Quand ils sont revenus, il a réintégré, sa fonction. Il a même eu son rappel de 10 ans, alors qu'il n'a jamais travaillé pendant les 10 ans. Et ça, c'est compte tenu du fait qu'il y a eu un rapport, effectivement, qui a été mis en place. Et d'abord, après le rapport, la CDVR, on a mis en place la CONARIV, donc, qui a poursuivi le processus. Et Mme Mariatou Koné est partie au Ghana, où les gars ont failli la frapper. Mais donc, le processus a été poursuivi. Mais M. Kokora, il y a des célèbres prisons, bon, je dis des célèbres acteurs politiques comme Charles Blé Goudé, qui aujourd'hui leur compte gelé, qui ne sont pas encore dégelés. Qu'est-ce qui explique ça? Bon, je crois que je n'en ai pas connaissance. Peut-être qu'il va falloir qu'il s'adresse donc aux autorités compétentes pour avoir donc les raisons pour lesquelles son compte ne s'est pas digéré, mais vraiment, je n'ai pas l'information. Très bien, merci beaucoup, monsieur Las. Vous avez des éléments de réponse à donner aux différentes questions, allez-y. Je n'ai pas encore entendu les questions. D'accord, ou des compléments d'information. Non, moi j'ai même une question pour Non, on va aller avec Élisée. Okay, j'ai une question pour M. Blaise Lasme. Blaise Lasme, le PPACI est un parti des peuples africains, un parti qui se veut légaliste, donc un parti qui est attaché à l'application des lois. Il savait donc qu'on peut ne pas être d'accord avec les décisions prises. Mais vous qui êtes légaliste, est-ce que vous pensez que c'est légitime et légal de remettre en cause la décision d'une institution de la République, Laquelle? le Conseil constitutionnel, donc qui en 2020 dit que le président Ouattara peut être encore candidat, et donc vous vous remettez sans cause, vous dites que c'est illégal, c'est pas juste. Sur quel élément vous vous appuyez? Est-ce qu'en tant que légaliste c'est normal de dire qu'une institution de la République n'a pas agi en fonction du droit? Merci, monsieur Lissé. Je pense que nous savons au moins lire. Bien sûr. La Constitution est claire. Un troisième mandat est illégal. Peu importe ce qu'on va dire, peu importe les arguties qui seront développés, l'article 183, l'article 55 disent qu'un troisième mandat est illégal. Tout à l'heure, à l'entendre de mon propos, je n'ai pas parlé spécifiquement de la concentration des pouvoirs dans les mains d'un individu. J'ai parlé de la soumission des institutions à la volonté d'un individu. C'était ça mon propos. Je parle de quoi? Vous voyez, j'ai dit ici statut spécial de l'ancien président. La loi 2005-201, 16 juin 2005, fixe des garanties procédurales particulières. L'ancien président ne bénéficie pas d'une immunité juridictionnelle après son mandat, mais toute poursuite est soumise à une procédure spéciale. Est-ce que cette procédure spéciale-là a été respectée concernant le président Laurent Gbagbo? Non. Quelle est cette procédure spéciale? En cas de poursuite pénale, le procureur général, près la Cour de cassation, doit saisir le bureau de l'Assemblée nationale. Le Parlement est convoqué et statue par un vote spécial aux 2 tiers de ses membres. Est-ce que ça a été fait? Ben, répondez-nous. Non, mais ça n'a pas été fait. C'est de ça qu'on parle. C'est pour ça qu'on parle d'état de droit qui est menacé en Côte d'Ivoire. Parce que les normes, ce qu'on écrit, ce qui doit régir les rapports entre les individus, entre les Ivoiriens, ce n'est pas respecté. Ce n'est pas respecté. Il y a des gens qui ont tous les droits, il y a des gens qui n'ont pas les droits. Ils parlent des droits, mais il y a des gens qui ont braqué ici l'État ivoirien, des mutés, qui ont pris en otage l'État ivoirien, à qui on a donné des millions et des millions par muté. Ça se chiffre à des milliards. Est-ce qu'il y a eu des poursuites judiciaires? Aucune poursuite judiciaire. Parce que c'est les enfants chéris de ce régime-là. C'est de ça qu'on parle. Élisée, vous avez une relance? Juste ce que je voulais... Oui, la relance avant qu'on ne parte. J'ai compris en fait vos explications. Mais ici, est-ce que vous ne pensez pas que... Parce que l'État du Côte d'Ivoire, vous avez connaissance de l'article 54. L'article 54 du statut des anciens présidents et comment dire, cet article a dit quoi? Dans son dernier alinéa, je pourrais trouver cet article dit que les mesures spéciales réservées à un ancien chef d'État ne sont pas prises en compte quand les infractions opposées à ce chef d'État-là se sont faites dans le cadre électoral. Donc c'est ce que l'article 54... Très bien, Élisée va nous sortir l'article. Je peux l'aider s'il veut. Non, vous avez l'article devant vous. Allez-y, Élisée. On va écouter l'article. Malheureusement, ils ne lisent pas les lois. Allez-y. Alors l'article 54 dit les mesures spéciales instituées en matière de poursuite ou d'arrestation d'un ancien président de la République, d'un ancien chef. De quelle constitution? De la constitution de 2016. 2016. Oui. Allez-y, on l'a tous ici, allons-y. C'est le statut relatif à... Donc la loi est rétroactive alors. S'il vous plaît. Les mesures spéciales instituées en matière de poursuite ou d'arrestation d'un ancien président de la République, d'un ancien chef ou président d'institution ou d'un ancien membre du gouvernement pour les faits criminels ou délictuels par lui commis ne prospèrent pas pour les poursuites donc des infractions perpétrées lors des campagnes électorales ou à l'occasion des élections. Les poursuites de ces infractions sont régies par les dispositions du code électoral, du code pénal et du code de procédure pénale. Très bien, merci beaucoup, Sylvain. Allez-y, monsieur. Il avait dit tout à l'heure qu'on ne lit pas la Constitution. Et s'il ne va pas de lire, il faut comprendre ce qu'on dit. C'est ça qui est vraiment fondamental. Il parle de la Constitution de 2016.
On parle des faits de 2011. Non, ce qu'il a cité, excusez-moi, non, ce qu'il a cité, c'est la loi sur, non, la loi sur les statuts. Mais attendez-vous au moins. Non, d'abord, c'est pas la Constitution. C'est ce que je c'est la loi. Non, c'est la loi. C'est le point de l'Élysée qui est C'est correct. la C'est la loi sur les statuts Excusez-moi, relatifs aux anciens chefs d'État et membres du La gouvernement. Constitution, il est C'est cette loi, c'est la loi. C'est l'article 54 de cette loi. Sinon, c'est pas la Constitution. Voilà, c'est pas la Le Constitution. braquage C'est la du loi. PCO, ça concerne, selon ce qu'il dit là, le moment Électoral, la période électorale. Mais non. Mais pourquoi non? Mais non. Mais pourquoi non? Mais non. Expliquez. Mais le dit braquage, d'abord tout à l'heure, ce qui me plaît, c'est qu'il s'est contenu lui-même. Il a parlé du ministre Kone Katina, Oui. qui est revenu, qui a eu son rappel. Déjà des avoirs. Voilà, 10 ans. Bon, ça c'est à vérifier parce qu'il dit souvent des choses. Ah bon, donc ça doit Lui, c'est à vérifier. Mais pourquoi tu as vérifié alors Mais que si c'est on pas a Ce que tu dis pas tu dis ça, là, c'est que non, tu dis pas souvent des choses vraies. Donc, non, C'est ton je cas. peux pas A-t-il savoir. reçu son argent ou... Peut-être que toi, tu Non, je ne le sais pas. Donc, je te donne l'information. Voilà. Non, ça c'est une information à partir des principes. Bon, tu as des informations. Très bien, donc Alors, comment M. Kone Katina, Oui. qui est l'auteur, d'après le RADP de ce braquage-là, puisse bénéficier même d'un rappel de son solde? Pour vous, c'est incongru. C'est incongru, c'est paradoxal et ça démontre que ces accusations sont fantaisistes. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Très bien. Herman, vous aviez vous demandiez la parole? À M. Blaise, là, les rapports d'observateurs internationaux pointent souvent des lacunes démocratiques qui persistent en Côte d'Ivoire, hier comme aujourd'hui. Donc, votre parti peut-il donner des leçons aujourd'hui au parti au pouvoir pendant que, comme on l'a dit plus tôt, ce parti-là, lorsqu'il avait les affaires par le passé avec l'ancien FPI, n'a pas lui-même initié des réformes structurelles pour changer la CEI, la Constitution et bien d'autres choses, puisque la corruption que vous dénoncez aujourd'hui continue. La quoi? La corruption que vous dénoncez aujourd'hui était là avant hier. Réaction? Quand le président Laurent Gbagbo prend le pouvoir, il met en place des mécanismes pour pouvoir juguler la corruption. L'un de ces mécanismes, c'est la mise en place du SICFI, système intégré de gestion des finances publiques, pour optimiser et rationaliser la gestion des finances publiques. Laurent Gbagbo, il fait un appel à compétences pour recruter ceux qui doivent gérer les impôts, la douane, les trésors. Mais il y a eu un ensemble de mesures qui ont été prises pour pouvoir favoriser en matière de gestion financière une gestion optimale. Donc nous avons travaillé à ce que la corruption ne soit pas endémique, à ce que la corruption soit contenue. Mais il faut aussi revenir au contexte dans lequel nous sommes. C'est pourquoi je ne suis pas à l'aise quand ceux-là nous critiquent. Non, on va dire ceux-là. Bien sûr. RDR devenu critique. On a gouverné ensemble. C'est pas utile. Allons sur le RHDP directement pour éviter justement. Non, il ne faudrait pas qu'ils aient aussi on devait passer par ces temps de communes. Non, c'est pas grave. Mais ici sur le plateau, allons dans le RHDP. Non, c'est un problème avec la loi. Non, allons-y. Non, c'est vous qui avez un problème. Monsieur Lasmani, Monsieur Blaise, pour répondre à ma question. Voilà, donc je veux dire que quand le président Laurent Gbagbo prend le pouvoir, il met en place des mesures pour rationaliser la gestion de la chose publique. Il met en place des mesures, des cadres réglementaires pour contenir et régler les questions de corruption qui étaient endémiques. Donc c'est ce que je veux dire. Et puis Laurent Gbagbo, quand il a été question des travers économiques, notamment dans C'est quel café il a agi. Très bien. Il a agi. Laurent Gbagbo n'est pas comme le chef de l'État actuel. Parce qu'on ne va pas dire que quelqu'un a détenu au fait 100 milliards et puis on le laisse comme ça. Mais tout à l'heure, M. Kokora l'a dit, il y a eu des cas aussi pour lesquels des responsables d'institutions et d'appareils ont été jugés. Pour exemple, des menus fouettés. Vous considérez ça comme un menu fouetté? Oui, ça c'est des menus fouettés. Il y a des gens qui ont détenu sur la gestion aussi, près de 1000 milliards qui ont disparu, au fait, à l'Ain Sud. Il y a eu des structures d'État qui ont été pillées à la psychologie, avec la bienveillance complicité du régime. Ça n'a pas donné lieu à des poursuites sérieuses. Très bien,